Bonjour à tous, bienvenue à la causerie, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la petite vidéo hebdomadaire sur les promos de la Ligue 1. Vous le savez, la Ligue 1 de retour, enfin, après cette trêve internationale très longue. Bon, on fait la vidéo promo un petit peu en avance puisqu'on est dimanche, mais à la fin de la semaine, il y aura le retour de la Ligue 1. Ça fait plaisir, voilà. On a des choses à évoquer, parce que comme vous le savez, sur cette chaîne, quand on évoque les vidéos pronos, c'est surtout une idée comme ça pour évoquer l'actualité des clubs de Ligue 1, c'est surtout pour ça. Et il y a des choses à dire parce qu'il s'en est passé cette semaine des actualités au niveau de la Ligue 1. Je suis toujours avec Melvin. J'espère que tu vas bien. Tu es prêt pour évoquer notre bonne vieille Ligue 1 là. Il y a eu des choses à dire quand même. Écoute, on va dire que contrairement aux autres trêves internationales, on a la Coupe de France qui fait un C'est peu vrai, office en de plus. morphine, de sevrage pour le vrai Ajaccio foot. éliminé, Voilà. Avranches qui se fait sortir par un club tahitien. Enfin voilà, c'est la magie de la Coupe de France. Et les représentants néo-aquitains qui sont là, peut-être Bordeaux dans On verra quelques bien. minutes, Oui, qui va jouer contre pour notre Bressuire. vidéo voilà, dimanche. Voilà. Marmande, voilà, néo-aquitain, Marmande, qualifié au 8e tour de Coupe de Mais Agnac France. On aussi. peut avoir un Marmande PSG et ça sera très drôle. Ce serait très très beau. On verra ça sur la suite. Mais la Coupe de France, on pourra peut-être un peu en parler aussi dans la suite. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre favori pour cette Coupe de France. On pourra faire un petit épisode Coupe de France, ça mériterait. C'est qu'est-ce qu'on aime la Coupe de France. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à liker, ça nous soutient, ça nous fait plaisir et ça mange pas de pain. On est parti, la journée de Ligue 1. Je vous affiche d'abord le classement, parce qu'il y a eu la trêve, donc on se rappelle un petit peu le classement. Le PSG est leader avec 6 points d'avance sur Monaco. On a fait une vidéo sur le PSG, vous pouvez retrouver sur la chaîne. Elle est sortie une bonne demi-heure d'analyse sur le projet Enrique Campos, Donnarumma, l'effectif du Paris Saint-Germain, le manque d'attaquants, etc. On a parlé de plein de trucs. On va parler aussi de la Ligue des Champions, parce qu'il y a la Ligue des Champions qui va revenir cette semaine aussi. Ça va être important, il faudra l'évoquer. Donc 6 points d'avance sur Monaco. Marseille est quand même 3ème malgré la débâcle face à la JOCR. Montpellier toujours lanterne rouge. Le Havre 17ème. Saint-Etienne qui a perdu dans le derby est 16ème. Et puis on a un très surprenant JOCR, parce que la JOCR sera la surprise de ce championnat. La réponse dans la suite de cette saison. La journée, eh bien, il y a 2 matchs le vendredi. On commence dès le départ. On est parti. Vendredi 19h, Monaco accueille le Stade Brestois. Je peux le dire en présentant cette affiche, ce sont les 2 meilleurs clubs français en Ligue des Champions qui s'affrontent ce vendredi 19h pour ce Monaco-Brest. Et c'est fou de se dire ça. Voilà, Monaco qui a retrouvé un peu de confiance la semaine, enfin avant la trêve, en s'imposant contre Strasbourg 3-1. Brest s'est fait surprendre par Montpellier. Voilà, le Montpellier de Jean-Luc Gasset qui allait chercher une deuxième victoire, je crois, cette saison, qui va être très très importante dans la lutte pour le maintien. Belvin, est-ce que tu vois Brest continuer à sombrer, sachant qu'on est juste avant la Ligue des Champions? C'est que Brest, elle n'aura pas toujours réussi le post-Ligue des Champions. Enfin, l'avant-Ligue des Champions, plutôt. Est-ce que tu vois faire un coup à Monaco? Est-ce que tu vois Monaco dérouler toujours dans cette quête du podium? Ouais, sachant que c'est une entame de bloc, Brest a terminé un peu en difficulté parce que la Ligue des Champions, je trouve qu'elle permet entre guillemets à Brest de faire oublier son début de saison qui est un peu moyen. Tu sens que les enchaînements de matchs commencent à peser un Ouais, petit ça peu commence à sur taper un peu. Ouais. l'organisme et même sur la rotation brestoise. La défaite à Montpellier, je pense, a dû faire mal dans les têtes parce que Montpellier était quand même au fond du seau et était l'équipe qui entre guillemets les relance. Et à Monaco, quand même. Aujourd'hui, pour moi, la deuxième meilleure équipe du championnat. Donc voilà, je vais rester sur la lancée. Monaco qui va l'emporter contre les hommes d'Éric Roy. Allez, Victor Monaco et Victor Monégasque, pardon. Et moi, je vais te suivre également, sachant que. Bon, après, Brest, moi, je les attendais pas plus haut que ça en championnat, pour être très honnête. Ils sont au milieu de tableau, enfin, milieu bas. Je pense qu'ils assureront quand même le maintien. Ils ont 13 points, je crois, les Brestois. Bon, ça fait que 3 points d'avance sur le barrage, donc ça peut aller vite. Que ce soit dans un sens ou dans l'autre, donc il faudra faire quand même attention. Mais ouais, c'est vrai qu'on va commencer à voir que ça va être très énergivore. Là, surtout qu'ils ont la tête peut-être tournée avec des champions parce qu'ils ont un petit. Il va y avoir des rendez-vous sympas qui vont arriver pour ces 4 dernières journées. Je rappelle le Stade Brestois, il reste quand même le Barça, il reste le Real. Mais ils vont à Barcelone cette semaine, quoi. Il reste le PSV Eindhoven également et il doit rester le Shakhtar Donetsk, je crois. Voilà, ils ont peut-être la tête à Barcelone cette semaine qui va être un beau rendez-vous, une belle fête pour eux. Et donc, ouais, moi je les vois aussi également s'incliner face à un Monaco qui va devoir continuer à prendre des points, qui n'est pas souverain à domicile. Donc, il faudra essayer de prendre des points. Mais Brest à l'extérieur, c'est un peu compliqué. 3 points depuis le début de saison pour les Brestois à l'extérieur. 4 buts marqués, 12 encaissés hors de ses bases en Ligue 1. Donc, ça peut un peu compter quand tu Et prends là, pas assez de points. Ouais. moi, personnellement, ce que j'attends de Monaco, c'est un match un peu plus maîtrisé parce que c'est vrai que les 3 précédentes Avant la sorties, trêve, c'est dur. Hein. Ouais. ça a été un peu plus compliqué. Ouais, voilà, t'as la défaite contre Angers surprenante. Ensuite, tu as un match que tu t'imposes face à Bologne à la 86e. Contre Strasbourg, tu étais mené,
arrives à inverser le scénario. Alors, tu as une force de caractère qui Et avant, est t'as la très défaite à Nice. affichée depuis le début de saison. Ouais. Donc, ouais. Donc, faut que Monaco retrouve un peu ses talents pour éviter des déconvenus et voir ses concurrents pour les passes sur le podium revenir. Exactement. Surtout que Marseille a fait un faux pas, mais Marseille reste 3e. On a Lyon, qui est aussi en concurrent pour le podium actuellement, parce qu'ils sont 5e. T'as Lille. Alors, Lyon, on l'évoquera un petit peu plus tard. Est-ce qu'on les garde dans la course au podium? Ça, c'est un autre débat. Mais il y a Lille Est-ce qu'on aussi les qui va garde en pousser. Ligue 1? C'est pour l'instant pas le cas. On évoquera le sujet de l'Olympique Lyonnais, mais c'est vrai que, bon, on verra ce qui va se passer. Mais c'est vrai que cette lutte au podium, il y a des candidats qui commencent à se dégager petit à petit et il faudra que Monaco ne perde pas l'avance qu'ils ont pour l'instant construite. Le PSG jouera vendredi 21h, recevra le TFC. On a fait une longue vidéo où on l'a dit sur le Paris Saint-Germain, donc on va pas trop s'attarder peut-être sur le PSG sur ce match-là. On le sait, les Parisiens, ils auront la tête tournée pour la Ligue des Champions début de semaine prochaine à Munich, à l'Allianz Arena pour défier le Bayern. Paris a besoin de points dans cette Ligue des Champions parce que pour l'instant ils sont éliminés, ils sont même pas dans les barragistes, donc ça peut compter. Moi, je les vois directement. Je vais directement prendre la main sur ce prono. Je les vois faire match nul. Pourquoi? Parce que je vois Luis Enrique faire tourner. Parce que l'échéance la plus importante, c'est la Ligue des Champions. Il faut prendre des points. Parce qu'en championnat, ils ont déjà 6 points d'avance. Donc, il peut se permettre de faire peut-être un peu tourner l'effectif. Tu as des joueurs qui vont revenir de la trêve internationale. Donc, aussi peut-être un peu les faire souffler. Parce que enchaîner les matchs comme ça peut être compliqué. Et que Toulouse, franchement, depuis le début de saison, j'aime beaucoup cette équipe du TEF. On a beaucoup évoqué son manque de réalisme et son manque d'efficacité, que ce soit défensivement ou offensivement depuis le début de saison. Pour l'instant, ça se règle. Donc je vois Toulouse faire quand même un beau match au parc. Je les vois accrocher match nul pour un PSG qui peut faire tourner un petit peu, qui peut tester des joueurs pour donner du temps de jeu, je sais pas, un Safonov, des jeunes joueurs, voilà, des joueurs qu'on voit un peu moins depuis le début de saison. Et donc je me dis, allez tous faire le petit hold-up au parc, aller chercher un petit point important. Et Paris se tournait vraiment vers le Bayern. Et là on va les attendre, c'est pour aller gagner des points en Ligue des Champions. C'est vrai que Toulouse est très en forme. Tu te rends compte que même défensivement, tu restes sur 3 clean sheets d'affilée. Par rapport au début de saison qui était compliqué. Je pense par exemple à Guillaume Rest qui n'était pas forcément aérien à part pour Fabrizio Romano. Voilà. Euh, mais oui, cette équipe de Toulouse, elle arrive au parc en forme. Maintenant, j'ai envie d'aller quand même sur la victoire du PSG. Je m'attends à un match pénible du PSG comme souvent. Mais ça passe. Voilà, parce que pour moi, il y a une marge encore trop élevée pour Toulouse. Mais voilà, je sens que Toulouse va poser des problèmes au PSG. Je trouve que Toulouse, voilà, on avait été quand même très critique en début de saison. Il y a quand même des choses qui sont réglées. Peut-être que Luis Enrique devrait peut-être s'en inspirer. Mais voilà, franchement, Toulouse, c'est bluffant. Et au-delà du match du parc, il faut qu'ils continuent sur cette dynamique parce que c'est cette dynamique qui va leur permettre, pourquoi pas, d'intégrer le top 10. Ce qui Ils sera sont déjà 10e pour l'instant. une preuve. Ils sont Voilà, 10e pour l'instant. si Ils sont Toulouse bien. fait top 10 à la fin de saison, moi je pense qu'il signe, il signe à tous les étages, le C'est TEF. l'objectif du président Comoli, hein, qui a affiché première partie de tableau. Est-ce qu'ils vont Et maintenant on sait réussir? que les objectifs doivent être remplis. C'est ça Attention. surtout. Donc attention. C'est pour ça, donc on va faire attention. Mais Toulouse, franchement, dans ce qu'ils proposent, dans le jeu et tout, moi je suis intrigué. J'aime beaucoup ce que propose Toulouse depuis le début de saison en Ligue 1. On passe aux journées du samedi. Le Racing Club de Lens affronte l'Olympique de Marseille. Ça va être un match extrêmement suivi. Lens qui est pour l'instant 8ème du championnat, 17 points. On attendait en soi la lutte pour l'Europe. Pour l'instant, ils sont dans les clous, mais ils sont peut-être un peu loin. Ils sont pas non plus largués, parce qu'ils sont qu'à 2 points de Lille 4ème et à 3 points de leur adversaire du jour, Marseille 3ème. Marseille, il faut se remettre d'une défaite très compliquée au Vélodrome face à la Auxerre. Ah oui, et qui s'est fait déchirer la semaine dernière à Bordeaux? C'est Auxerre peut-être? Dans le cul, l'OM, dans le cul, dans le cul. L'Olympique de Marseille, c'est simple, c'est la meilleure équipe à l'extérieur de Ligue 1. Voilà. On sait qu'au Vélodrome, ils prennent pas de points, mais on sait que par contre, hors de ses bases, ça marche pour Roberto De Zerbi. 18 buts marqués, 6 encaissés, 15 points pris en 6 journées à l'extérieur. À domicile, le Racing Club de Lens, c'est beaucoup plus compliqué. Alors, c'est 5 buts marqués, 4 encaissés, c'est toujours très solide, mais c'est que 8 petits points à la maison sur 5 journées, donc sur 15 possibles. Est-ce que tu vois Marseille aller faire un petit coup du côté de Bollard, ou est-ce que tu vois Lens assuré à domicile? Ouais, c'est vrai que Il y a l'OM, beaucoup il y a deux d'interrogations. visages depuis le début de saison. T'as le visage à domicile qui est vraiment Ah pas du bon? tout bon, et t'as le visage extérieur qui est un peu plus séduisant. Tu sens que, attention, Marseille, tu sais, t'as des matchs un peu charnières C'est dans la la poudrière saison. là-bas, En de toute voici façon. un, parce que voilà, tu perds ce match, tu sais que le lendemain, ça risque d'exploser à tous les Alors étages. que pourtant, t'es 3ème, quoi. C'est ça qui est fou. T'as
Oui, c'est ça. Tu as les déclarations de Roberto De Zerbi que j'ai trouvé trop fortes Ouais. par rapport à la défaite contre Auxerre. Dire oui, si c'est moi le problème, je m'en vais. L'histoire aussi du contrat avant le début de saison, du contrat Oui, à à Manchester, ouais. Manchester United qu'il a refusé. À preuve du contraire, Pablo Longoria lui a pas mis un fusil sous la tempe pour qu'il accepte de venir à l'OM. Donc il a signé en connaissance de cause. Je trouve quand même que le mercato a été plutôt de qualité côté marseillais. Donc tu te dois des résultats et ça commence par ce match contre un Lens. En fait, je trouve que Lens est à sa place. En fait, pour moi, c'est un prétendant à l'Europe, mais qui manque peut-être d'arguments par rapport aux clubs qui sont au-dessus d'eux. Donc voilà, je m'attends à un match compliqué, mais je vais quand même. Allez, j'allais sur un match nul. J'allais sur un Match match nul, ouais. nul. Je sens l'OM qui mène et qui se fait rattraper dans les dernières minutes. Moi, je joue sur la victoire de l'OM. Je vais dire que l'OM va assurer, prendre les points de ses bases. Il y a peut-être un peu moins de pression qu'au Vélodrome, mais ils vont peut-être. C'est plus compliqué à assumer, peut-être à la maison avec la pression et le bassin de supporters. Il y a aussi un point d'interrogation à l'OM, ça va être défensivement, hein. Parce qu'on les voit pas aériens. Balerdi, c'est pas non plus un Balerdi de l'an passé. Elle est en Et difficulté par rapport à la saison grosse précédente. difficulté. Lilian Brassier, tu sens que c'est pas non plus aérien et tu sens que niveau confiance, je suis pas sûr qu'il soit au top. Je sais pas si la trêve a fait du bien ou va faire mal justement parce qu'ils vont ressasser tout ce qui s'est mal passé face à Auxerre, mais va falloir vite se relancer, vite passer à autre chose, entamer un nouveau cycle et se dire qu'en fait finalement t'es dans les clous, t'es 3ème, t'as 20 points, t'es qu'à 3 points de Monaco, t'as un petit point d'avance sur Lille. T'as l'impression que ça va exploser à Marseille alors qu'en fait ils sont podium pour l'instant, c'est-à-dire dans l'objectif. C'est ça qui est assez fou avec ce club, mais c'est pour ça qu'il est passionnant à suivre aussi, c'est parce que du coup t'as tellement de trucs qui se passent tout le temps, partout. Et on verra ce qui va se passer. Je les vois bien faire un petit coup à Lens quand même, que je trouve un peu moins aérien, tu l'as dit, offensivement un peu plus en difficulté, les en soi. Je suis en train de regarder, c'est 12 buts marqués cette saison. Il me semble que c'est... ouais, c'est ça. À part les 3 derniers du championnat, c'est-à-dire Saint-Etienne, Le Havre, Montpellier, personne ne fait pire que le Racing Club de Lens en Ligue 1 en termes de buts marqués. Mais c'est solide défensivement, c'est la meilleure défense du championnat, donc on va faire quand même essayer de faire sauter le verrou. Sa meilleure défense avec Monaco, donc attention. On enchaîne sur le samedi 19h. Vas-y. Marseille, ça te fait pas penser à un club turc des fois. Tu te C'est dis, vrai. une de défaite, ça embrasse. C'est ça, T'as alors qu'en l'impression que vrai, l'entraîneur ouais. va partir. T'as l'impression que ça va exploser à tout moment, il pourrait être leader du championnat, tu perds un match, ah, ouais, ça passe du tout au tout à chaque fois, c'est vrai que c'est impressionnant. Et tu peux retrouver ça dans les Galatasaray, dans les Fener, dans les Beşiktaş, etc. Bah, c'est un peu cette passion-là, ouais. C'est la passion tellement dévorante et folle que bah, des fois ça peut rendre les gens un peu fous. Mais c'est pour ça aussi que je pense que le club doit être passionnant à suivre. Et c'est vrai que t'as vraiment raison de faire ce petit parallèle-là. Un autre club qui passionne, Saint-Etienne. Saint-Etienne qui a perdu le derby. Qui a perdu le derby face à l'Olympique Lyonnais. Alors, c'est pas un derby qui a été catastrophique dans le jeu pour Saint-Etienne. Moi, je les ai trouvés plutôt intéressants certaines phases de jeu. Il y a eu des coups offensifs qui ont été un peu moins bien joués. Qui leur coûtent peut-être cher. Mais Saint-Etienne va recevoir Montpellier dans un Jean Richard qui, je pense, va être très chaud. C'est un match à ne pas perdre. Celui-là, par contre, on parle sur toutes les confrontations de clubs qui vont jouer le maintien. Montpellier a réussi à se relancer face à Brest. Montpellier a l'occasion de revenir à la hauteur de son adversaire du jour, mais pour Saint-Etienne, il ne faut pas perdre ce match-là à la maison, d'autant plus parce que tu es à la maison, qu'à domicile, il faut prendre les points pour assurer ton maintien, et parce que tu affrontes Montpellier qui est derrière toi au classement, et qui en avance sur les Girondins de Bordeaux 2021-2022. C'est-à-dire que Montpellier a déjà 31 buts encaissés, bravo à eux, en 11 matchs. Franchement, félicitations, on est quasiment à 3 buts de moyenne encaissés par match. Est-ce que Saint-Etienne va s'imposer? Moi, je vois Saint-Etienne gagner. Je vois Saint-Etienne enchaîner. Je vois Saint-Etienne assurer à domicile. J'espère que la trêve aura pas coupé l'élan malgré la défaite dans le derby. J'ai trouvé intéressant sur ce bloc entre les deux trêves internationales. À voir comment ils vont finir l'année. Mais je pense, quand tu vois la physionomie du championnat, tu vois que Saint-Etienne a déjà 10 points 16ème. Je me dis, à la mi-saison, je me dis 18 points. Après 17 journées, je me dis que c'est quand même peut-être le tableau de bord pour être dans les clous pour le maintien, tu vois. C'est ce que je me dis. Je me dis que si tu as chopé 18 points en 17 journées, c'est-à-dire que là, il te faut 8 points encore pour 6 journées. Je me dis que c'est possible. Je pense que c'est les clous à suivre. Je sais pas ce que tu en penses pour Saint-Etienne là et si tu les vois faire un coup contre Montpellier. D'autant plus que tu sais très bien qu'au mercato d'hiver, ça va bouger côté stéphanois, qui va avoir des recrues. Donc ça risque de faire du bien. Moi, tu vois, je vais pas te suivre sur ce coup-là. Je vais donner la victoire à Montpellier. Je sens le coup de Jean-Louis Gasset, voilà, qui a réussi un petit peu, voilà, à redresser un petit peu
Montpellier sur le dernier match contre Brest, où j'ai trouvé que c'était franchement cohérent. Peut-être sur la dynamique, avec un Jean-Louis Gasset voilà, inspiré, je me dis que Montpellier peut peut-être réaliser un exploit à Saint-Etienne. Ça serait charnière pour eux, parce qu'une victoire à Saint-Etienne contre un concurrent direct, Oui. tu reviendrais quasiment à hauteur de ce groupe pour le maintien. Donc franchement, ça serait pas mal pour Montpellier. Je pense que Montpellier reviendra un peu des morts, hein, s'ils arrivent à sortir de cette zone rouge avant la trêve, enfin avant la mi-saison. Ça peut être aussi, hein, je me dis que l'effet Jean-Luc Gasset, pour moi, j'avais dit quand il a signé qu'il pourrait durer 3-4 matchs. On l'a vu pour l'instant contre Brest, est-ce que ça va continuer? Mais en tout cas, c'est des matchs à gagner, si tu veux espérer le maintien. Pour Saint-Etienne et Dalloglio, ça pourrait être... on va pas parler de l'éviction de Dalloglio, j'ai l'impression qu'on en parle à chaque journée. Est-ce qu'il peut sauter ou non? On va pas commencer à tirer ce genre de débat, parce que bon, il est toujours là. Mais pour Saint-Etienne, à domicile en plus, tu dois pas le perdre ce match. Hein. Donc, mais je me dis qu'un... Voilà, je me dis que des joueurs comme Davidashvili qui peuvent profiter des errements défensifs montpelliérains, ça peut pas être déconnant, mais bon. On va dire à Saint-Etienne aussi, il y a des errements défensifs. Ouais, mais à l'inverse, tu peux dire aussi que défensivement, Ouais. Saint-Etienne, t'auras pas... vraisemblablement, t'auras pas Nadé. Oui, qui est pété, ouais. Batou Binsinka, tu sais pas à l'heure actuelle, on fait la vidéo s'il sera présent pour le match. Ça fait quand même pas mal d'incertitudes. Ouais, si t'es obligé de remettre Abdelhamid à la maison, attention. Quand tu vois les attaquants montpelliérains, tu peux te dire qu'Abdelhamid sur ce match peut tenir, mais attention. Franchement, c'est un match très très important. Savanier est suspendu ou pas? Oublier, par exemple, Est-ce que Savanier est suspendu? Savanier, est-ce qu'il est toujours suspendu? Parce qu'il est pris 2 matchs, non, pour le rouge direct, je crois. Et Birama Touré aussi sera suspendu aussi côté Montpellier. Aussi pour ce match. Des absents. Attention. Bon, samedi 21h, le Stade de Reims reçoit l'Olympique Lyonnais. Alors, autant sur le Stade de Reims, j'ai pas grand chose à dire à part que j'aime bien leur début de saison et que je suis toujours convaincu que Reims finira européen, genre une petite qualification en Conference League. Je reste convaincu de ça. 19 buts marqués, 15 encaissés. J'aime beaucoup ce que propose le Stade de Reims depuis le début de saison. Ils ont eu une petite période un peu plus creuse avant la trêve. Ils se sont repris en tapant le Havre, notamment grâce à une grosse première mi-temps. Donc, Reims est là. Bon, parlons de l'Olympique Lyonnais. Avant d'aborder le terrain, la victoire dans le derby, la 5e place, l'Olympique Lyonnais est passé devant la DNCG, puisque la semaine d'avant la DNCG, donc il y a 2 semaines à peu près, Eagle Football Group, donc propriétaire de l'OL, avec John Textor, ont dû publier les comptes de la saison 2023-2024, puisque, vu que Lyon est coté en bourse, dans la bourse française, par souci de transparence, tu es obligé de publier tes comptes chaque année, ce qui n'est pas le cas de tous les clubs de football. C'est bien dommage, ça nous permettrait de voir à quel point ils sont absolument bien gérés. On a vu que Lyon avait perdu que 25 millions d'euros la saison dernière, grâce notamment à des revenus exceptionnels, puisqu'il y a eu les concerts de Taylor Swift à la Coupe du Monde de rugby qui a drastiquement augmenté le revenu de billetterie, ce qui ne sera pas le cas tous les ans, parce que Taylor Swift ne viendra pas à Lyon tous les ans. Il y a eu le deal CVC, parce qu'ils ont pris 30 patates de CVC, et que c'était le dernier virement de la part de CVC qui avait racheté, on le rappelle, fonds luxembourgeois qui a racheté 13% des droits TV de la Ligue 1. Et vu la gueule des droits TV de la Ligue 1 qui était vendue que pour 500 millions à DAZN et Beansport, bah, t'auras pas autant de droits télé l'an prochain, surtout que t'as pas l'argent cash de CVC qui va te donner. Donc encore, ça, si c'est trompeur sur le bilan. Qu'est-ce qu'on a vu aussi? Il y a eu la vente de l'OL féminin, qui a aussi augmenté le revenu. Tu vendras pas l'OL féminin tous les ans. Voilà. Donc, finalement, l'OL a enregistré des revenus assez exceptionnels l'an passé, mais a tout de même perdu 25 millions d'euros, grâce notamment à une masse salariale de 161 millions d'euros administratifs et joueurs mélangés. Donc, c'est énorme pour un club de foot. Lyon est donc passé devant la DNCG. Textor sur le bilan qui a été publié sur les réseaux sociaux et un peu partout, c'est disponible en ligne. Je vous mettrai le lien dans la description en même temps que je vous affile les screens au montage. Textor avait donné 4 solutions pour renflouer les caisses. Vendre pour 75 millions d'euros à hauteur de la holding. Donc Eagle Holding, c'est ce qui détient Crystal Palace, Botafogo, Molenbeek et l'Olympique Lyonnais. Donc autant dire que pour vendre 75 millions d'euros d'ici décembre 2024, tu ne peux pas compter sur Molenbeek parce que l'effectif ne vaut pas assez d'argent. Crystal Palace, t'es actionnaire minoritaire, t'as pas de pouvoir de décision. Donc en gros, ça va être des joueurs de Lyon et Botafogo qui vont être vendus pour être renflouer les caisses de l'Olympique Lyonnais. Le problème, c'est que le mercato ouvre en janvier. Donc pour les vendre d'ici décembre, ça va être compliqué. Textor compte aussi sur vendre ses parts à Crystal Palace, sauf que ça fait 1 an qu'il veut les vendre. Personne ne veut acheter les parts de John Textor à Crystal Palace, car quand tu es actionnaire minoritaire, tu n'as pas de pouvoir de décision, donc tu ne veux pas laisser les autres jouer avec ton argent, et parce que Crystal Palace n'est pas assuré d'être en Première Ligue tous les ans, donc c'est un club qui joue le maintien. Donc forcément, c'est très compliqué à refiler. La vente de joueurs de l'Olympique Lyonnais au mercato, ça c'est pas, il n'y a pas eu de chiffres donnés, mais il va vendre des joueurs au mercato. Je pense que tous les joueurs de Lyon sont à vendre, vous l'avez compris. Et le 4e truc, c'est un waiver. Un waiver, c'est simple, c'est quand t'as pas la capacité de rembourser tes emprunts
dans la date qui a été fixée, et bah, tu signes avec ton prêteur un waiver qui permet de repousser l'emprunt de quelques mois, quelques années, quelques jours en fonction, mais d'augmenter le taux d'intérêt. Donc tu payeras plus cher, mais tu rembourseras plus tard. Donc Textor passe devant la DNCG avec son petit PowerPoint. La DNCG, relégation administrative de l'Olympique Lyonnais d'ici la fin de saison si la situation ne se remonte pas. Lyon est interdit de recrutement cet hiver, et la masse salariale sera encadrée pour l'Olympique Lyonnais. Autant vous dire que c'est un peu la merde. 500 millions d'euros de dette aussi également pour l'Olympique Lyonnais. Ça y est, le palier est franchi. C'est une situation qui est gravissime, c'est une situation qui est très compliquée. Et pour les amoureux de l'Olympique Lyonnais, j'ai un bouquin qui parle de la chute des Girondins de Bordeaux 2018-2024. Globalement, ce qui peut arriver à Lyon, il y a de bonnes petites informations dedans. Et j'ai l'impression que l'année prochaine, au Matmut Atlantique, je vais pouvoir voir l'Olympique Lyonnais qui va fonder Bordeaux. Situation très compliquée déjà sur ce point-là, Melvin, avant d'avoir des sportifs. Bon, on a compris que tous les joueurs de l'Olympique Lyonnais sont à vendre. La deuxième partie de saison risque d'être compliquée quand même. Et c'est de Botafogo. Oui, bah oui, mais ça me semble évident. Voilà. Bah, c'est la méthode Textor en fait. C'est compliqué de dire, c'est qu'on n'est pas surpris. Tu t'investis massivement encore l'été dernier, tu vends très peu par rapport à ce que tu investis. Ils devaient vendre pour 100 millions. Ils ont vendu pour 30, je crois. Ça fait quand même deux mercato très onéreux. T'as pas eu la qualif en Ligue des Champions l'an passé, donc t'as quand même une partie, on va dire, de ce que tu espérais des droits de Coupe d'Europe qui ne sont pas dans tes caisses. Tu sens que c'est compliqué. Et t'as une levée de fonds qui a échoué. Tu sens qu'en fait, t'avais une levée de fonds de 300 millions d'euros qui a échoué. Tu sens qu'en fait, pour l'instant, tu es un petit peu dans une bulle imaginaire. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui va appeler, qui va dire écoute, va falloir faire des coupes budgétaires. Voilà. Donc, à un moment donné, ça a commencé à être compliqué pour l'OL. Tu peux te dire que tu peux peut-être espérer avec quelques joueurs de Botafogo, parce que Botafogo fait une très bonne saison. Il y a quelques joueurs qui peuvent être vendus pour plusieurs millions d'euros, mais pour avoir le montant total que tu recherches, c'est un peu de mal. Et puis derrière, Textor, il va falloir faire un sacré numéro d'équilibriste, parce que je suis pas sûr que les supporters de Botafogo seront contents de savoir que les joueurs qui partent, en fait, c'est pour renflouer les caisses de l'Olympique Lyonnais. Enfin, tu sens que c'est compliqué. Tu sais pas comment ça se dénouer, et je pense que ça va avoir un impact à un moment donné sur le sportif. Ah ben forcément. Et ça risque d'être compliqué pour Pierre Sage, parce que les joueurs sont conscients qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond dans le club. Mais surtout que t'as ça, t'as le fait que tu sais très bien qu'à l'hiver, dès qu'il y aura une offre pour un joueur, il va partir à Lyon. Et là aujourd'hui, t'as pas le choix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout est à vendre à Lyon. C'est limite, ils vont pas vendre le stade. Donc c'est quand même catastrophique. Je sais pas si Arès, qui est la société prêteuse à John Textor, va à un moment donné tirer la sonnette d'alarme et le virer et reprendre eux-mêmes la main. Sauf que est-ce que c'est pas déjà trop tard pour prendre la main à Lyon? Je sais pas, parce que là tu perds déjà beaucoup d'argent. Malik Fofana, Ryan Cherki, des mecs comme ça, bah, ils savent très bien que dès qu'il va avoir une offre, il y a déjà Liverpool qui est sur Ryan Cherki, je crois. Ça commence à fuser les rumeurs. Bah, tu sais très bien que les mecs vont partir. Les clubs qui vont acheter, ils savent très bien que Lyon est sous pression, ils vont devoir vendre. Donc ils vont forcément acheter en dessous de la valeur réelle du joueur. Les joueurs, ils se disent, bah de toute façon, quoi qu'on fasse, à tout moment, la fin de saison, on est quand même en Ligue 2 alors qu'on vient de se qualifier en Ligue des Champions. Donc bah, pourquoi on se donnerait à fond, ou pourquoi on est sûr de partir, donc pourquoi on jouerait, et ça te met un coup au moral. Ça va être très compliqué. Je sais pas à quoi va ressembler l'effectif de Lyon en deuxième partie de saison. Et la conf de presse de Textor est 1 heure. Hein, voilà, parce qu'il y a eu une conf de presse hier. J'ai l'impression que tout va bien pour lui. Hein, que c'est la méchante DNCG incompétente qui leur tire des ficelles. Mais j'ai l'impression de retrouver ça chez tous les escrocs. De toute façon, du football français. Donc voilà, chez Gérard Lopez aussi, la DNCG était méchante. Bon, je sais pas honnêtement ce qui va devenir de l'Olympique Lyonnais. Je pense que ce match à Reims, les joueurs, ils vont quand même l'avoir dans la tête, ce genre de truc, tu vois. Même si ça les impacte pas directement. Enfin, je pense que certains, ça les impacte directement. Mais est-ce que ça peut jouer dans les têtes pour ce résultat sportif à Reims? Parce qu'en plus, qu'on vient de le dire, Lyon sort d'un derby gagné. Lyon est remonté 5ème du championnat. Lyon n'est qu'à 2 points du podium. Je peux dire que sportivement, ça allait, quoi. Ça commençait à tenir la route. Bah, sachant que bon, t'as plusieurs joueurs où t'as bien compris que bon, vous êtes des cadres, mais bon, s'il y a une offre, vous partez. Ouais. Tu sais que t'as la situation de Lacazette, on a bien compris que c'était sa dernière saison à l'Olympique Lyonnais. Corentin Tolisso, je pense pas qu'ils le conserveront avec le salaire qu'il a. Anto Yopes, qui est au placard mais qui a un salaire énorme. Donc t'as beaucoup de choses à Lyon qui sont compliquées. Et à un moment donné, ça ressurgit sur le sportif, parce que Pierre Sage, il peut pas étendre une bulle
une bulle où tous les joueurs, entre guillemets, sont focalisés sur le sportif, ne pensent pas à l'impact financier. Aujourd'hui, avec le football actuel, c'est pas possible de faire ça. Donc pour moi, oui, Lyon est vraiment en difficulté. Est-ce que ça sera déjà le cas contre Reims? Mais moi, je mise sur un match nul entre les Ok. deux équipes parce que Reims, je trouve que c'est très séduisant et je te rejoins là-dessus. Et je trouve que Lyon, voilà, Lyon m'a pas encore montré ce côté très très aérien où je me dis c'est un rouleau compresseur. Lyon, je les trouve quand même de plus en plus intéressants plus les journées passent, mais je pense que dans les têtes, là, ça va lâcher petit à petit. Je sais pas pourquoi, je sens pas que la situation t'amènera pas forcément du bien. Alors Reims à domicile, c'est pas non plus hyper impérial. C'est pas non plus exceptionnel, mais enfin, c'est pas non plus exceptionnel. Ça fait quand même le travail, mais c'est pas une forteresse non plus imprenable, Auguste Delaune. Mais j'ai peur que Lyon, les joueurs, plus on avance vers le mercato, le contexte fera que tu performeras moins. De toute façon, je porte. Bon, j'ai eu les Girondins de Bordeaux pendant très longtemps, on les suit encore. Je crois bien que le contexte influe extrêmement en mal parfois sur les joueurs, sur les performances sportives. Et j'ai peur que. Alors, faut pas que ça explose à Reims non plus. Je les vois pas exploser et prendre 4-0. Hein, faut pas déconner non plus. Mais je vois une petite défaite à Reims et ça peut plonger Lyon dans une grosse crise maintenant à voir. Et là, pour le coup, le futur, on souhaite bien du courage aux supporters lyonnais. Et on verra de quoi il est fait, parce que là, pour le coup, on n'a pas les réponses. Malgré tout, on enchaîne sur le match, si je dis pas de bêtises, le dimanche 15h, le LOSC de Bruno Genesio reçoit le Stade Rennais de Jorge Sampaoli, nouveau entraîneur du Stade Rennais, ça y est, à sa tête. Alors, qu'est-ce que tu penses de la nomination de Sampaoli? Est-ce que tu penses que la grève peut prendre à Rennes? Et est-ce que tu vois Rennes déjà faire un coup à Lille? Ça détonne, hein. Oh L'arrivée de oui. Sampaoli, l'arrivée de Sampaoli dans le contexte rennais, parce que Rennes, c'est vraiment. Ça fait plusieurs années que c'est vraiment de l'entraîneur franco-français. T'as l'impression que voilà, il y a une volonté un petit peu d'être voilà, le farouche patriote avec des dirigeants et des entraîneurs français. Là, tu changes totalement de style entre Frédéric Massara qui t'arrive en directeur sportif et là, Jorge Sampaoli. J'ai hâte de voir comment on va faire parce que Sampaoli, c'est quand même un jusqu'au boutiste. Et est-ce qu'aujourd'hui, il a le matériel pour pouvoir faire ce qu'il a envie de faire? On sait qu'il est très exigeant sur le mercato. Je n'y crois pas sa phrase qui dit oui, il va falloir que j'apprenne à être un peu plus patient et tout. Je pense que dès le mercato, il va vouloir demander des joueurs d'un calibre supérieur par rapport à ce que Rennes a recruté l'été dernier. Est-ce que Rennes a les moyens et a la volonté de le faire? J'en suis pas sûr. Donc j'ai très peur de ce mariage. Honnêtement, Sampaoli en cours de saison, en Europe, en tout cas, ça n'a pas très bien marché. Le SC Séville, ça avait été un Oui. échec, même si le SC Séville, c'était encore une pétaudière, encore plus pétaudière que Rennes aujourd'hui. C'est vrai, je sais pas. Honnêtement, j'ai pas la réponse. On verra ça dans le futur. Ce que je peux te dire par contre, c'est que Rennes va rapidement devoir prendre des points à l'extérieur parce que c'est 1 point sur 15 possible depuis le début de saison hors de ses bases. Voilà, il n'y a aucune victoire à l'extérieur pour le Stade Rennais. C'est un match nul simplement en 5 journées. Donc, je sais pas. Moi, je ne vois pas faire un coup à Lille, très honnêtement. Même si Sampaoli, il y aura peut-être un petit effet. Je vais mettre le match nul quand même parce que Lille sera peut-être tourné avec des champions aussi. Mais voilà. Je vais dire un petit 1 partout et puis voilà. Ah, c'est compliqué, c'est compliqué parce que tu as l'effet du nouvel Ah entraîneur. oui, aussi. Je vais te suivre, je vais te suivre sur le match nul. Je vais te suivre sur le match nul parce que c'est vrai que cette équipe lilloise nous a montré de très belles choses depuis le début de saison. Honnêtement, je ne vois pas comment Sampaoli aurait transformé ce que j'ai vu de Rennes, même contre Toulouse, où tu sens vraiment que le mal est très profond, en 2 semaines. Donc, ouais, match nul, ça serait déjà un bon résultat pour Rennes en plus. C'est ça, donc à voir ce qui va se passer. Allez, on enchaîne. Match un peu lutte pour le maintien. Le FC Nantes qui rentre dans le rang, hein, c'est simple. Nantes est actuellement 14e du championnat, 10 points, égalité avec Saint-Etienne, barragiste. Je ne sais pas depuis combien de temps Nantes n'a pas pris de points. Alors, ils sont sur 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 matchs sans victoire pour le FC Nantes. Dernière victoire, c'était à Montpellier et c'était le 31 août. Ça commence à faire loin. Je viens de voir ça. Ça commence à faire très loin pour le FC Nantes. Dernière victoire, donc le 31 août. On est quand même le 17 novembre aujourd'hui. La journée, ça sera le 24 novembre. Donc ça commence à quasiment faire beaucoup. Le Havre. Alors, le Havre, on en a parlé aussi cette semaine parce qu'ils ont été interdits de recrutement cet hiver par la DNCG. Bah, c'est très bien parce qu'ils ont pris le deal CVC en pleine gueule. C'est-à-dire qu'eux, on leur a interdit de prendre l'argent de CVC alors qu'ils sont montés en Ligue 1. C'est-à-dire que même Bordeaux a pris plus de thunes alors qu'on n'est plus en Ligue 1 depuis 8 ans. Et le Havre, que dalle. Et après, on les interdits de recrutement. Bon,
Je crois que la DNCG et le foot français se foutent un peu de la gueule du Havre, mais ça c'est un autre débat. Est-ce que tu dois faire un coup à Nantes tout même? Parce que Nantes ça commence à devenir inquiétant. Parce que moi je le dis depuis le début de saison, je suis vraiment pas convaincu par le FC Nantes. Plus ça passe, moins je vois de choses quoi. On va le redire chaque semaine, l'effectif n'a pas été assez Ah modifié oui, cet été. T'étais parti l'idée de repartir d'une page blanche. Cambora avait quasiment dit que quasiment tout le monde pouvait être partant. Ça n'a pas été le cas. Finalement, on se retrouve quasiment avec le même effectif de l'an passé. avec moins de joueurs. Tu sens que c'est compliqué pour Nantes. Et moi, je vais y aller. Hein. Je vais dire victoire du Havre. Voilà, le Havre, en fait, le souci du Havre, c'est qu'il y a des fois des errements. Tu comprends pas. C'est une équipe qui est capable, sur un match, à un moment donné, d'avoir un vrai trou d'air. Et défensivement, on parlait par exemple tu vois, de Montpellier, Saint-Etienne. Le Havre aussi a des fois des trous d'air qui sont assez inexplicables. Donc, s'ils arrivent à régler ça, je les vois quand même aller chercher quelque chose à Nantes. Ah, je sais pas, je vais mettre le match nul. Voilà, je vais pas prendre de risque. Une match nul 0-0. Voilà. C'est quoi? Je vais regarder le classement à domicile. Nantes est 16e équipe à domicile, 5 points pris en 5 journées. Et le Havre est 13e équipe à l'extérieur. Allez, match nul 0-0. On n'avance pas pour les deux. Et puis, nous, on va se tourner vers ce AJOCR SCO d'Angers. Duel d'équipe en lutte pour le maintien, même si la JOCR a fait un très bel parcours entre les deux trains internationaux. 16 points pour la JOCR, 9e. Moi, je le dis, je le répète, pour moi, le temps de passage pour les clubs qui jouent le maintien à la mi-saison, ça sera 18 points. Ils sont déjà 16, la JOCR. Donc, ouais, moi, je les vois bien enchaîner. Alors, à la maison, c'est quand même solide. C'est la deuxième meilleure équipe de Ligue 1 à domicile, la JOCR. Et je les vois enchaîner contre le SCO d'Angers. J'aime bien ce que propose Christophe Pellissier. C'est vraiment ultra intéressant. Je trouve que Gidon mène ça parce que je l'avais suivi quand il était arrivé à Bordeaux, forcément, lors de la saison l'été 2021. C'est pas le même. Hein. C'est pas le même joueur entre l'été 2021-2022, enfin la saison 2021-2022 et cette saison avec la JOCR. Donc je sais pas si tu vois la JOCR enchaîner toi, contre le SCO. Mais moi je les trouve vraiment intéressant cette équipe. Ouais, je trouve que. Mais ils sont un peu dans la continuité du projet Ouais. qu'avait commencé Christophe Pellissier quand il est arrivé au club. Il y a une vraie continuité à Auxerre, je trouve qu'il y a une vraie dynamique positive depuis plusieurs saisons désormais. Et j'ai envie de voir ce que se maintenir, donc je vais te suivre aussi. La victoire de la JOCR contre Angers. Mais tu vois, c'est horrible parce que c'est le genre de match où ça me choquerait Ouais. pas qu'Angers l'emporte. Je suis Tu d'accord. sais, t'as ce moment de cette dynamique qui est Ouais. très positive et t'as ce match où tu t'attends pas qui la casse Je suis d'accord avec toi. irrémédiablement. Tout à fait d'accord. Et en plus, je trouve qu'Angers, même si c'est compliqué et ils se battent avec leurs armes, bah, mine de rien, ils sont 15e, donc pour l'instant, ils sont pas dans la zone rouge. Et je trouve que plus ça passe, plus ça montre des choses intéressantes. Quand même, le SCO se bat avec ses armes. Et va peut-être plus être compliqué à aller chercher que ce qu'on pense. Donc attention au SCO quand même. Mais ouais, je suis vraiment convaincu par cette JOCR, je les aime bien. À la maison, à la Baie des Champs, c'est quand même solide, il y a une belle ambiance. Donc allez, on y va sur la victoire de la JOCR et on passe au match du dimanche. Le GC Nice reçoit le Racing Club de Strasbourg. Alors là, j'avoue que j'en ai aucune. Alors ce match-là, vraiment, je trouve que c'est un match vraiment bourbier. Nice, 6ème, 17 points, reçoit Strasbourg, 11ème, 13 points. On a une équipe qui a marqué 21 buts, c'est le GC Nice, une équipe de Strasbourg qui a marqué 20 buts. Donc je crois qu'à part Paris et Marseille, il n'y a personne qui marque autant que ces deux formations. Par contre, et Auxerre d'ailleurs qui a marqué 20 buts aussi. Strasbourg 22 buts encaissés. Hein. Par contre défensivement c'est voilà, c'est l'équipe où il y a du but. Est-ce que Nice peut enchaîner sachant que Nice il y a l'Europe cette semaine, on sait qu'en Europe c'est difficile quand même. Tu vois quoi sur ce match-là? J'avoue que je sais pas trop quoi mettre sur cette rencontre-là. Ouais, je vais aller sur un match nul. Voilà, Ok. tu vois, c'est tellement Quand on sait compliqué pas, match nul. de pronostiquer ce match. Voilà, deux équipes qui aiment jouer au ballon, qui ont un jeu très offensif. Je pense que ça sera un match à but par contre. Hein. Vraiment un vrai beau match à but. Donc voilà, je vais dire match nul parce que je m'attends à un super combat. Eh bien, j'en sais rien, donc au hasard, je vais mettre victoire au Strasbourg. Allez, le petit coup à Nice. Même si Nice, c'est quand même très solide. Mais allez, Strasbourg à l'extérieur, c'est très compliqué à l'extérieur. Je crois que c'est 2 points, ils n'ont pas gagné un match à l'extérieur la saison. Il me semble, de tête. Donc je vais quand même mettre première victoire à l'extérieur de Strasbourg cette saison. Allez, à Nice, pourquoi pas. Belle opposition aussi entre Francaise et Rossinor, donc allez. Voilà, je n'ai pas d'argument, je sais pas trop quoi mettre. Je pense qu'on va juste se régaler, que ça va être un beau match. Et puis, on verra ce que ça va donner. Voilà pour nos pronos. Quand même, 12e journée, il y a une belle journée sur le papier. Ça fait 40 minutes qu'on parle parce qu'on a évoqué le cas de l'Olympique Lyonnais. On a évoqué quelques trucs à droite à gauche. Donc, n'hésitez pas à liker, vous abonner et donner votre avis en commentaire.
Je sais pas si t'as quelque chose à ajouter sur cette journée de Ligue 1 dont on n'a pas parlé. On a tout dit, je ne sais pas. Non, voilà, ça va être sympa. ça fait plaisir. Moi, je trouve que la Ligue 1 depuis le début de saison est plutôt passionnante. Donc voilà, j'attends à une très 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 belle journée. Et bien comme ça, voilà, on va pouvoir vous laisser profiter de cette belle journée de Ligue 1. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à vous abonner, à liker, à commenter, à en donner vos avis. Qu'est-ce que vous allez attendre de l'Olympique Lyonnais? Est-ce que vous croyez en Jorge Sampaoli du côté de Rennes? Vos affiches pour le maintien, qui va se maintenir en Ligue 1, qui va rester, qui va s'en aller en Ligue 2? Et les réponses qu'on va tenter d'élucider lors de cette saison 2024-2025 qui bat son plein. Je vous souhaite à tous un très très beau week-end de foot. Ciao tout le monde!